Bonjour, je fais la quatrième vidéo sur la conjecture de Syracuse. Aujourd'hui, je vais commenter une vidéo de mon ami Gilles Louise. Il l'a postée le 11 mai dernier, il y a un peu plus d'un mois, et il l'a intitulé Preuve de la conjecture de Syracuse. Alors, je pense que sa preuve est valide, euh, modulo les erreurs qu'on aurait pu faire ou les erreurs de raisonnement, mais je connais Gilles depuis 2 ans à peu près, quand je me suis intéressé à cette fameuse conjecture. Problème mathématique, algorithmique qui a été posé il y a environ 70 ans, que je vais expliquer très rapidement, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez de quoi on parle. Alors moi, ça fait 2 ans que je m'y intéresse et j'ai découvert les vidéos de Gilles Louise. Et chaque fois que j'ai pu contrôler, reprogrammer, lui programme en C++, moi en Java, j'ai pu constater que ces vidéos sont toujours pertinentes. Gilles est quelqu'un de très très intelligent de mon point de vue, pour pas dire un esprit supérieur. Il, il traduit le latin, le grec, il joue de la guitare, il compose, il produit énormément de vidéos sur Internet sur le jeu d'échecs, etc. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très brillant. Et donc, ça fait des années, peut-être 5 ans qu'il s'intéresse à ce problème. Et avec son niveau de qualité de réflexion, c'est toujours des magnifiques vidéos qu'il produit. Et moi, ça m'inspire beaucoup. Moi, j'ai pas sa qualité de réflexion. Moi, je suis plutôt un programmeur spécialiste de l'algorithmie. Je suis pas un grand mathématicien, loin s'en faut. Et donc, je vais commenter sa preuve, que je crois être assez valide, pour pas dire très valide. Voilà. Bon, maintenant, voilà, je passe je rappelle très brièvement qu'est-ce qu'est la conjecture de Syracuse, le processus de Syracuse. Gilles appelle ça la moulinette de Syracuse. Donc, voilà. On prend un nombre entier positif, n. Et s'il est pair, on le divise par 2. S'il est impair, on le multiplie par 3 et on ajoute 1. Et on réitère ce processus. On obtient une séquence de nombres entiers, évidemment. Et il se trouve que la plupart du temps, toujours, en tout cas pour ce qui a été vérifié, on finit par la séquence 8, 4, 2, 1. Alors, il y aurait ce qu'on appelle un cycle trivial, mais on va s'arrêter à 1. Donc, dès qu'on prend un nombre n quelconque, on itère, on réitère et on calcule la moulinette de Syracuse. Et on arrive à la conjecture, elle dit, pour tout nombre n de départ, on va arriver à 1. Ça a été validé pour des milliers, les milliers, les millions, les milliards, les 10 puissance, je crois 10 puissance 20, enfin bref, on arrive à des nombres gigantesques et on confirme que on aboutit toujours à 1. Maintenant, pour le prouver, c'est une autre difficulté. Alors, je montre par exemple un nombre qui est un des points curieux de la conjecture et du processus de Syracuse, c'est le nombre 27. On part de 27 et ça monte, ça descend. Vous voyez, c'est assez stochastique. C'est suivant si le nombre est pair, impair, pair, impair. Et on monte jusqu'à 9200 et quelques. Tiens, je vais vous le dire tout de suite, puisque moi j'ai fait... on met 27 ici et on s'aperçoit qu'on monte jusqu'au nombre 9232. Voilà. Ensuite, on redivise. On divise, on remonte un peu et puis à la fin, on finit par arriver à... Bon, alors c'est
le nombre 27 déjà est très étrange. On ne s'attend pas à monter aussi haut. On appelle ça le vol, le temps de vol, l'altitude, etc., etc. Bon, je fais bref parce que vous savez ce qu'est la conjecture de Syracuse. Alors, Gilles Louis, dans sa première vidéo, et ça m'avait beaucoup plu, avait démontré, c'est assez facile à démontrer, hein, que par exemple, hein, je prends un exemple pour que ce soit plus parlant, 17 est égal à 2 puissance 4, 16 moins 1 divisé par 3 fois, vous la voyez sous les yeux, et tout nombre qui valide la conjecture, hein, qui finit à 1, peut s'écrire sous une forme comme ça. Alors, je l'ai retrouvé, je l'ai appelé la formule de Gilles Louis, mais je l'ai retrouvé dans des écrits mathématiques un peu plus académiques, et bon, elle est valide. Et je l'ai mise à plat, moi, c'est-à-dire je l'écris comme ça. Si vous voulez, j'écris 17 égale 2 puissance 9 divisé par 3 puissance 3 moins 2 puissance 5 sur 3 puissance 3 moins et on peut le vérifier évidemment à la machine à calculer. Je fais copier, je vais chercher ma machine à calculer qui est ici, je fais CTRL V, ok, on voit bien que 17 est bien égal à ça, et on peut le vérifier pour tous les nombres, hein. Bon, moi je le calcule ici, je calcule le vol, le temps de vol, la hauteur maximale, et je calcule quelque chose qui est intéressant, c'est l'ordre, ici. Je calcule l'ordre, c'est en fait dans la formule ici, c'est le nombre de divisions par 3 qu'on va obtenir. C'est aussi le nombre de nombres impairs qu'on va obtenir dans la série, hein. Donc pour 27, l'ordre est 41. C'est très important. On va retrouver 1. Alors là, c'est 41, c'est un peu le hasard. 41, 31, 47. On va retrouver 41 nombres impairs. Et Gilles Louis va ne s'occuper pour le moment que des nombres impairs. Et on va voir pourquoi. Alors, au passage, hein, juste au passage, moi j'avais trouvé une autre formule. Je l'écris ici, par exemple, on va le calculer pour un nombre moins grand, 17. 17, on regarde le vol, le temps de vol, etc. Et on voit l'ordre. L'ordre 3. J'avais trouvé une formule en passant qui est ici, et je fais copier, je prends la machine à calculer et je colle ici, CTRL V, et on observe que ça fait bien 1, hein. Bon, je montre ça juste pour le plaisir. On arrive donc, je décale ça, on arrive à une formule, je l'ai appelée la formule du 1, c'est une sorte de partition des nombres, et du 1 en particulier, sous cette forme. Bon, je passe. Mais vous trouverez ça dans une autre vidéo, une des premières que j'avais faites. Alors, maintenant, l'ordre d'un nombre, c'est le nombre de nombres impairs qu'on va rencontrer lors du vol. Et pour 5, par exemple, on va en rencontrer qu'un. Pour 21, pareil, 85, puisque on voit bien que 5 fois 3, 15 plus 1, 16, divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, on arrive à 1. 21, c'est pareil, 21 fois 3, 63, plus 1, 64, on divise par 2, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Donc, j'ai calculé les premiers nombres, les 10 000 premiers nombres, j'ai calculé leur ordre, donc pour chacun, et je les ai triés. Et ça équivaut en fait à... alors,
je vais vous montrer juste après cet arbre. Ça, c'est l'arbre de Syracuse. Tout le monde connaît hein, cet arbre. C'est-à-dire, on part d'en bas, en fait, hein, du 1. On remonte 2, 4, 8, 16. Et à chaque étape, on se pose la question, est-ce que ce nombre pourrait être issu soit d'un nombre pair, évidemment, par division par 2, soit d'un nombre impair de la forme 5 fois 3 plus 1 égale 16. Ok. Et on rebâtit, hein, il n'est pas exhaustif celui-là évidemment, et on rebâtit ce nombre. Mais un arbre plus intéressant, c'est celui des impairs. Voilà. Et en fait, je ne vais pas redécrire exhaustivement la preuve de Gilles Louise, qui est assez subtile et rigoureuse. Je vais la décrire de mon point de vue. Comment moi je la vois. Alors je pense que Gilles reconstruit cet arbre des nombres impairs, et chaque étage représente l'ordre du nombre. Donc c'est le niveau, l'étage, hein, on pourrait dire, mais on appelle ça l'ordre. Dans cette formule, c'est le nombre de divisions par 3, etc. Enfin, c'est aussi le nombre de nombres impairs qu'on va rencontrer dans la série. Ok, alors on voit bien 5, 21, 85 c'est l'ordre 1, ici 3 c'est l'ordre 2, par exemple je calcule la suite de Syracuse pour le nombre 3 évidemment, on trouve 10, hein, 3 fois 3, 9, plus 1, 10, et on divise par 2, on trouve 5, et ensuite, on le multiplie par 3, on ajoute 1, et donc on voit en fait, en comptant le nombre 1, on a deux nombres impairs. Et donc l'ordre de 5, ici, l'ordre de 3, pardon, c'est 2. Ok. Et alors, quelque chose d'assez remarquable et qui est très important, toutes les nombres multiples de 3, tous les multiples de 3 sont des sortes de terminaisons dans cet arbre. Et il ne peut pas y avoir de prédécesseur impair pour des nombres multiples de 3. Voilà. Ça, c'est très important de le remarquer. Gilles Louise, évidemment, l'a remarqué depuis très longtemps. Tout le monde le sait. Bon. Donc, cet arbre, quand on le remonte, quand on arrive à 3, il ne peut pas y avoir de nombre impair au-dessus. Il n'y aura que des multiples de 2 puissance n fois 3. Donc ici, c'est une sorte de tige verticale. Il n'y aura que des nombres pairs. Hein, 2 puissance n fois 3. Etc. Ok, mais pour les autres qui sont non multiples de 3, non divisibles par 3, on aura une infinité de nombres au-dessus. Ok. Donc je continue, et c'est cet arbre, in fine, qu'on va reconstruire de manière exhaustive. Hein. Ok. Donc la découverte, si on peut dire, de Gilles, c'est que tout nombre impair, pardon, peut s'écrire, donc 2k plus 1 évidemment, un nombre impair c'est 2k plus 1, et peut s'écrire de la forme 6a plus ou moins 1, facteur de 2 puissance b, moins 1 sur 3. Bon, ça se démontre assez facilement à partir de la moulinette de Syracuse. Hein. Et on voit qu'il y a plus ou moins, ça se sépare en 2 cas. Quand on met un plus, il faut avoir un exposant ici pair, et quand on met le moins, alors ça c'est Gilles le démontre dans sa vidéo que je mettrai en référence évidemment. Et moi, j'ai besoin toujours de coder pour voir, pour être sûr. Je ne suis pas un grand mathématicien, mais j'aime bien coder et vérifier à la main, si on peut dire. Hein, voilà. Alors, je l'ai calculé, évidemment. C'est facile, ça prend 3 lignes de programme. Pour A, A égale 1, 2, 3, 4, 1, B égale 1, 2, 3, 4, etc. Et
on observe évidemment que tous les nombres impairs sont là, hein, à commencer par 1, 3, 5, 7, 9, 11. Alors, vous voyez, ils sont positionnés, c'est pas linéaire, hein, ils sont un peu éparpillés. On est dans la conjecture de Syracuse, donc les choses paraissent stochastiques un peu. Hein. Bon. Alors on peut vérifier que 10 069 ici, c'est bien 6 fois 10, hein, 10 sur la ligne A égale 10, moins 1, fois 2 puissance 9, hein, ici, 2 puissance 9, et vous pouvez le vérifier à la machine à calculer, je dois pouvoir le faire, non, là, je ne peux pas. Bon, ça se vérifie, évidemment. Donc, cette formule est vraie. Et ce que va en faire Gilles Louise, c'est il va calculer des minima pour ces formules. Pour chacune de ces deux formules, il calcule des minima pour A qui évolue, qui change. Et il va trouver des nombres de la forme 8A plus 1 et 4A moins 1. Des nombres impairs. Hein. Ok. Donc, je vous passe ce détail-là. On observe que tous les nombres impairs ont cette forme, soit 8n plus 1, soit 4n moins 1. 8n plus 1 ne pourra pas être un minima dans la procédure de Gilles. Donc on retrouve 4n moins 1 et ça se répète. 8n plus 1, 4n moins 1, 8n plus 1, 4n moins 1. Ça se répète. Donc à partir de là, à partir de cette observation et de cette espèce de récurrence qui vient, on va... je suis ici. On va calculer une matrice de tous les nombres impairs en partant de 1, 3. Alors, on exclut les formes 8A plus 5. On exclut les formes 8n plus 5, pardon. On les exclut parce que, par exemple, 5 se trouve ici. Et ne peut pas être en début de ligne, ne peut pas être le minima d'une ligne. Ok? Donc, on observe ici que tous ces nombres-là, tous ces nombres de cette ligne, ont pour successeur impair 1. Hein, on le vérifie pour 5, pour 21, on l'a fait tout à l'heure. Bon. Et ici, pour le nombre 3, on calcule son successeur impair, qui est 5, et on observe que tous les nombres ici, ça c'est une récurrence, on fait évoluer le paramètre B de 2 en 2. Hein, bon, je l'explique pas très bien, mais voilà. Et on observe que tous ces nombres ont le même successeur impair, en un coup, hein, juste le successeur, hein, 3n plus 1, et on divise autant de fois que nécessaire par 2 pour obtenir un nombre impair. Alors, 13 a le même successeur impair que 3, que 53, que 213, etc. etc. Donc, en fait, ils ont le même ordre, en fait. Tous ces nombres ont le même ordre. Ok. Et ensuite, Gilles, par un algorithme aussi assez classique, il va reconstruire cette forme-là. Et ça, en fait, ça c'est l'arbre. C'est cet arbre des nombres impairs, écrit sous forme... on a un premier niveau qui n'a qu'une ligne. Hein, alors on appelle ça... Alors, Gilles appelle ça des lignes, et ça... une matrice, hein, bon, peu importe la terminologie, mais faut juste se caler sur ce que lui explique. Et on voit que ici, c'est l'ordre. Là, on peut voir la numérotation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est l'ordre, c'est-à-dire c'est l'étage dans cet arbre. D'accord? Donc, on reconstruit
ici, il y aura une, si j'appelle ça une ligne, il y a une infinité de lignes, et dont le successeur impair se trouve dans la ligne précédente. Hein, d'accord, on voit bien le 85 qui est là, le 341 qui est là. Le 21, lui, ne peut pas avoir de prédécesseur impair puisqu'il est divisible par 3. Ok. Donc il n'apparaît pas ici. Mais le 21, il apparaîtra ailleurs. Hein. Non, il n'apparaîtra pas ailleurs. Non, il n'apparaîtra pas ailleurs, pardon. Je dis des bêtises. Alors voilà, donc dès lors qu'on a reconstruit algorithmiquement et aussi loin que l'on veut, il n'y a pas, là il n'y a pas de, si on veut, il n'y a pas de condition, on avance, et chaque ligne de la matrice va tôt ou tard passer ici, ou là, va se positionner dans ce que Gilles Louise appelle les lignes syracusiennes, et ce que moi je considère être l'arbre des nombres impairs syracusiens. Et la preuve de la conjecture vient assez naturellement, puisque si par exemple je prends le nombre 989, son successeur impair est 371 et il se trouve naturellement dans la ligne précédente parce que c'est par construction, on a décidé de construire l'arbre comme ça, et donc par construction le successeur impair de 989 se trouve dans la ligne d'ordre inférieur, simplement. Si 989 est d'ordre 15, je vais le vérifier, 989 est d'ordre 15, alors, hein, on le vérifie ici, hein, d'ordre 15, alors son successeur impair sera d'ordre 14, etc., etc. Donc d'ordre en ordre, on remonte, et on finit à l'ordre 1, et tous les nombres de cette ligne ont pour successeur impair 1. 1 aurait dû être un cran au-dessus, hein, bon, peu importe, il aurait dû être ici. Hein, ok. Et ça prouve la conjecture, parce que on a remplacé un algorithme qui prend un nombre en entrée, et qui en mesure la parité, hein, impair, et va soit augmenter 3n plus 1, soit diviser. Et on ne sait pas à quel moment apparaissent les nombres pairs et les nombres impairs. C'est ça qui fait la difficulté de la conjecture. Et l'aspect, je dis, stochastique, aléatoire, ok. Mais par contre, là, tel que les nombres impairs ont été positionnés dans l'arbre de Syracuse, alors on remplace l'algorithme qui est une simple descente d'un arbre de manière incrémentale, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, on retrouve des nombres toujours d'ordre inférieur, et forcément, quand un compteur qui mesure l'ordre est décrémenté de 1 en 1, de manière monotone, hein, c'est-à-dire chaque étape descend d'un cran, alors on est obligé de se retrouver à 1, et ça prouve la conjecture. Il y aura beaucoup à dire, j'imagine, sur cette preuve, hein. On pourra la discuter probablement, peut-être il y a une erreur conceptuelle, mais j'ai une grande confiance. Moi, j'avais eu cette intuition déjà de longue date, et Gilles, par son intelligence et sa parfaite connaissance de la conjecture de Syracuse, son raisonnement extrêmement rigoureux, beaucoup plus. Moi je n'ai pas ce raisonnement aussi profond et aussi méticuleux. Hein. Moi, je code, mon esprit n'est pas aussi vif. Par contre, je reviens souvent sur le problème, et je finis par constater que la preuve de Gilles Louise me paraît valide.
Voilà, il faudra évidemment le vérifier ou le proposer à des mathématiciens plus chevronnés, mais je pense qu'en ayant reconstitué l'arbre des nombres impairs, et sachant que tous les nombres impairs sont dans cet arbre, alors la descente étage par étage, hein, ordre par ordre, finit forcément par arriver à 1. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur la conjecture de Syracuse et notamment la preuve que propose Gilles Louise. J'ai sûrement oublié beaucoup de choses et beaucoup de détails, mais je vous laisse regarder la vidéo que je mettrai en lien, voilà, qui a été présentée le 11 mai par Gilles Louise. Voilà, à bientôt, j'espère.